Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 14. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur, me dit-elle juste en face de moi, d'accueillir Fleur Anna, ma complice, mon amie, mon autrice et une des formatrices de l'Institut des carrières littéraires, avec laquelle nous allons essayer, je dis bien essayer, de mener cette interview sur son expérience d'autrice professionnelle, d'éditrice aussi et d'auto-éditer. Tout un programme. Tout d'abord, merci d'être parmi nous, Fleur. Bonsoir. Bonjour. Je ne sais pas, selon l'heure qu'il est chez vous. On va commencer par la traditionnelle première question. Est-ce que tu peux me dire depuis quand est-ce que tu écris, depuis quand est-ce que tu es publié et quel est ton genre de prédilection? Alors, j'ai gagné un concours de poésie illustrée quand j'étais en CM1. Et je te crois pas. Si, c'est vrai. Tu sais que je l'ai toujours, je te le montrerai. Ah oui, je veux bien. Et depuis, j'avais pas du tout écrit jusqu'à mes 30 ans. Donc c'est pas du tout une vocation, en fait. C'est une grosse page blanche. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire, c'était en 2012. Donc un manuscrit que personne ne lira jamais. C'est un peu le manuscrit de la honte. Et je l'ai toujours. Personne ne le lira jamais. Et après... Bah si, moi du coup. Non. Donc j'étais bien sûr une très grande lectrice. Puis je m'agaçais très souvent en lisant des livres en me disant mais pourquoi ils ont fait faire ça à l'héroïne ou au héros, et puis voilà, je réagirais pas comme ça, ou je l'aurais pas fait réagir comme ça, et puis où le caractère est incohérent. Et puis à un moment je me suis dit ok, t'es là en train de critiquer les auteurs, mais toi qu'est-ce que tu ferais, quoi? Enfin, est-ce que tu t'en sortirais? Donc je me suis lancée et j'ai répondu à un appel à texte d'une petite maison d'édition numérique qu'il y avait à l'époque, donc c'était en 2012-2013, et c'était un appel à texte de romance érotique. Donc j'ai démarré avec de la romance érotique. Et depuis, je suis restée dans la romance, la littérature féminine, voilà. Tu as un parcours un petit peu spécifique parce qu'au-delà du fait que tu es autrice, tu as aussi eu une expérience d'éditrice. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette expérience-là et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit « je m'ennuie, donc je vais me rajouter une autre casquette en plus de l'écriture et je vais être éditrice ». C'est parti d'un roman. Tout est parti d'un roman, voilà. C'est le roman Bora Bora's Beaches de, à l'époque, Jacinthe Nitouche, qui est devenu Jacinthe Canet. Je l'ai lu en auto-édition, quand il était en auto-édition, mais je l'ai adoré à l'époque, mais il manquait clairement un travail éditorial dessus. Donc on a commencé à prospecter pour trouver une maison d'édition, et comme il y avait beaucoup de grossièreté dans les dialogues, etc., les éditeurs étaient frileux, ils voulaient pas le publier. On nous avait dit oui, nous on veut bien le publier, mais il faut enlever les gros mots. Le problème, c'est que ce livre, si tu lui enlèves les gros mots, tu perds en intention littéraire, puis il est beaucoup moins drôle. Il est beaucoup moins drôle. On veut pas qu'il soit politiquement correct. C'est pas du tout son intention. Et donc un jour, en rigolant, je dis à Jacinthe, puisque voilà, entre-temps, je l'avais contacté, on avait discuté, etc. Moi, je venais d'être publiée justement avec mon premier livre en épisode. Et je lui dis un jour comme ça, en gros ras-le-bol, encore un refus d'une maison d'édition, je lui dis non mais de toute façon, on n'a pas besoin des éditeurs. Le bouquin, on n'a qu'à le sortir nous. Pire, on monte une maison d'édition pour un livre, quel est le problème? Mais moi, j'ai dit ça en plaisantant, et elle m'a prise au mot, elle m'a dit bah ouais, qu'est-ce qui nous en empêche? Donc au départ, on a créé cette maison d'édition pour publier ce roman, et on voulait absolument publier des romans écrits par des femmes, avec des héroïnes fortes, parce que c'était un peu l'époque de 50 Shades of Grey, donc comment dire ça? Dis-le. Les jeunes vierges étroites et innocentes et naïves, on en avait marre, c'était une vague, c'était une énorme vague, il y avait que de ça. Et quand tu dis étroite ouais, étroite du vagin. Ouais. Je voulais être sûre pour nos auditeurs. Mais non, mais c'était vraiment une réplique qui revenait extrêmement souvent dans les romances érotiques de l'époque. C'est le gars qui arrive, et puis en général la fille était vierge, et il lui disait mais tu es tellement étroite, c'est merveilleux, quoi. C'était un compliment. C'était un compliment, et c'était merveilleux. Et puis elle, tout de suite, dès la première, elle avait beau être vierge, c'était une championne du sexe dès la première scène. Enfin bref, ça nous a gonflé. Et on a commencé à faire des appels à textes, et on a reçu des textes vraiment super, avec des héroïnes qui changeaient de ce qu'on pouvait lire. Et en fait, la maison a tenu 4 ans quand même, je tiens à le dire, parce qu'on avait que 4 publications par an, qui nous prenaient énormément de temps, puisqu'on avait tous, on a embarqué nos mecs dans l'histoire, on avait tous donc un boulot à côté et une vie, etc. Donc je faisais ça en plus de mes bouquins qui étaient publiés chez des éditeurs. Mais c'était très intéressant, mais effectivement chronophage. On n'avait pas de frappe commerciale suffisante pour que ce soit pérenne, et donc voilà. Oui, parce que tu dis qu'elle a tenu presque 4 ans, comme si c'était un petit peu un miracle. Alors ma question c'est, en tant qu'éditrice et gérant une maison d'édition, quelles sont les difficultés qui se posent aux créations de maisons d'édition? Déjà, il y a tout ce qui est distribution, diffusion.
On n'intéressait pas ni les distributeurs ni les diffuseurs. Nous, on était même prêtes à leur filer une commission, quoi, un pourcentage, comme ça se fait. Mais 4 publications par an, ça les intéressait pas. Ils voulaient pas perdre leur temps là-dedans. Donc, on devait se distribuer nous-mêmes. On passait pas par de l'impression à la demande, on passait par un imprimeur traditionnel, donc il fallait avancer l'argent. Le plus gros souci, c'est financier, quoi, finalement. On pouvait pas, ni au niveau du temps, ni au niveau de l'investissement financier, sortir plus de 4 publications par an. Et donc après, tu rentres dans un cercle vicieux, parce que tu ne peux pas en sortir plus que 4 par an, donc tu n'intéresses pas les distributeurs, les diffuseurs, donc tu n'es pas distribué et diffusé, donc tu ne vends pas, donc tu n'as pas d'argent pour faire plus de publications et pouvoir embaucher éventuellement on aurait bien payé des prestataires. D'ailleurs, toutes nos couvertures étaient faites par une illustratrice qu'on rémunérait exprès, qui faisait des couvertures spécialement pour nous, etc. Parce qu'on voulait faire un travail vraiment professionnel. On voulait pas donner l'impression, c'est fait avec à la MacGyver, avec un bout de gruyère, 2 allumettes et une loupe. Et du coup, on voulait vraiment quelque chose de qualitatif. Ça demande un investissement qui fait qu'au bout d'un moment, nous, on a été épuisés, quoi. Et puis surtout que tu avais aussi ton travail d'autrice à côté, donc l'écriture de tes propres romans. Tout à fait. Justement, sur ta carrière d'autrice, ta particularité, c'est que tu as connu pas mal de maisons d'édition, notamment Hugo, notamment HarperCollins France, MXM maintenant, j'ai lu, j'en oublie certainement. Il y a eu Sharon Kenna au départ. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ton CV, tu as tout autant des très grosses machineries, des très grosses maisons d'édition, que des plus petites maisons d'édition. Du coup, la question qu'on peut se poser et qui intéressera les auditeurs sûrement, c'est quelles sont les grandes différences, alors au-delà de la taille et de la frappe commerciale, mais c'est surtout vis-à-vis du rapport que tu as avec ces maisons d'édition en tant qu'autrice. Quelles sont les différences entre une petite structure, une très grosse structure et les avantages et les inconvénients de chacune? T'as combien de temps là On a combien de temps pour le podcast? ce que tu veux. Alors, la toute petite structure dans laquelle j'ai commencé, qui était Sharon Kenna, elle restera probablement la plus belle expérience humaine que j'ai eue. Mais au niveau technique, bon, voilà. Le côté humain était vraiment le gros avantage, et puis le côté les corrections, étaient un petit peu faites. Oui, qu'est-ce que tu entends par technique, du coup? Le côté technique. Toutes les corrections éditoriales, malgré toute la bonne volonté de l'équipe et avec qui je suis restée en très bons termes d'ailleurs, donc ne m'en voulez pas pour ces aveux, mais c'est vrai que en tout cas à l'époque, en 2012-2013, c'était un petit peu fait par-dessus la jambe, quoi, les corrections. Moi, la première véritable correction éditoriale que j'ai connue, je l'ai connue il y a 2 ans. Après avoir fait beaucoup d'éditeurs. Alors que tu es édité depuis quelle année? 2012. Oui. Donc et nous sommes en 2019 pour les gens qui nous écouteront en 2036. Faut préciser. L'année. Et donc là, voilà, les petites maisons d'édition, il y a un côté humain qui tu retrouves difficilement dans les grandes. Mais d'un autre côté, et je crois que j'ai explosé mon quota de l'utilisation du mot côté depuis tout à l'heure. Non, ça va. J'ai eu la chance, par exemple, quand j'étais chez Hugo, de travailler avec une éditrice qui était mon amie. Elle était mon amie avant d'être mon éditrice, donc j'ai quand même eu ce côté humain avec elle, même si après, au-delà du service éditorial, forcément, c'était une beaucoup plus grosse machine, donc il y avait perd un peu le côté humain, mais pas tant que ça. Mais tu avais une interlocutrice privilégiée qui Exactement. te connaissait. Voilà, donc elle faisait vraiment porte-parole. Et on pouvait discuter aussi de manière, c'est-à-dire que comme on se parlait déjà tous les jours à la base, c'est pas le cas dans une grande maison d'édition. Là, par exemple, le temps de réponse est compliqué parfois. Voilà, actuellement, par exemple, chez J'ai lu, j'adore mon éditrice, mais quand on a rien à se dire, on se parle pas, quoi. Tout à fait. Donc, alors que là, du coup, j'étais tenue au courant quand même de l'avancée de beaucoup de choses. L'avantage principal de la grande maison d'édition, c'est ce que tu as dit en fait. C'est ce que tu m'as dit en dehors de ça. Donc, c'est toute la frappe commerciale, c'est tout la diffusion, la distribution, les événements, les salons auxquels t'es invité, etc. Bon, mais les petites maisons aussi, elles t'invitent. Bon, après, le défraiement est pas le même. Oui, là, on parle d'une vraie problématique. Tu parles de frappe commerciale, mais elle est aussi dans qu'est-ce que je peux mettre sur la table financièrement pour faire venir une autrice qui vit dans le sud, alors que la majeure partie des gros salons se fait à Paris ou se fait dans le nord. Donc ça veut dire. Mais la discrimination géographique, elle te touche que tu sois dans une petite ou une grande maison, en fait. Parce que très clairement, une autrice ou un auteur qui est sur Paris va avoir tout ce qui se passe sur Paris et sur la petite couronne de Paris à moindre frais. Alors que quand on est dans le sud, c'est dans la plupart des cas, c'est carrément l'avion. Ils te font venir carrément en avion. Il faut une nuit d'hôtel. Et puis il faut une nuit d'hôtel, etc. Donc forcément, sur un salon où on vend X romans, on défraie les 300, 400, parfois 600 euros si t'es vraiment dans le nord. Et donc le calcul, il est vite fait. Et donc très justement, tu parles de la discrimination géographique, mais ça, c'est une réalité pour les auteurs. Et d'un autre côté, encore une fois, le mot côté, si quelqu'un veut bien les compter pendant toute cette émission. Les salons où j'ai été le mieux défrayée, paradoxalement, c'était avec les petites maisons d'édition, qui hésitent pas à mettre la main à la poche, parce que pour elles, c'est capital que l'auteur soit là pour vendre. Si l'auteur n'est pas, quand t'es lecteur et que tu vas dans un salon, si c'est pour acheter des livres où l'auteur est pas là, tu vas dans une librairie.
Alors ça, c'est hyper important ce que tu dis. Clairement, la présence en salon, c'est pas une fleur qu'on fait à l'éditeur. C'est-à-dire que très clairement, quand ils nous font venir, c'est parce qu'on vend beaucoup plus que s'il y a personne Bien derrière nos rangées de livres, si ce n'est la petite vendeuse ou le petit vendeur qui n'ont pas toujours lu nos livres. Là, nous, on parle avec nos tripes, on C'est a ça. un rapport avec le Tu as lectorat. t'as deux types de lecteurs qui viennent en salon. Tu as ceux qui viennent avec leur planning, ils savent quels sont les auteurs qu'ils veulent aller voir, ils sont là pour tel auteur. Et puis t'as ceux qui sont là et qui achètent sur coup de cœur. Parce que tu es là et ils vont te parler et tu vas réussir à les convaincre d'acheter ton livre. T'arrives devant un stand où t'as plein de bouquins et il y a pas d'auteur derrière, bah tu passes ton chemin ou éventuellement tu notes le titre parce que ça t'intéresse, mais quel est ton intérêt là immédiat de l'acheter en salon? Aucun. Donc la présence de l'auteur est importante, mais c'est vrai que voilà, pour revenir sur la différence entre les petites et les grandes maisons, j'ai toujours été très bien traitée chez les grandes maisons, mais pas moins bien chez les petites maisons en fait. Alors ça m'est arrivé de mettre de ma poche et donc de pas du tout rentrer dans mes frais puisque on connaît ce qu'un auteur gagne sur un livre, hein, donc j'ai vu ça comme une expérience un petit peu plus humaine et de communication et de présence, etc., de rencontre avec les lecteurs. Malgré tout, ces petites maisons d'édition allaient quand même au max de ce qu'elles pouvaient faire. Tu vois, c'était pas juste on va exploiter l'auteur, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Alors que chez les grandes maisons, il y a une attente aussi. Tu viens, tu restes de telle heure à telle heure, et puis c'est un peu l'usine aussi, quoi. Donc Tout à fait. il faut du faire coup, un rendement, quoi. si je résumais ton propos, dis-moi si j'ai tort, il faut pas que les aspirants auteurs, ceux qui veulent se professionnaliser, se disent « Ah, mais il me faut forcément une grande maison qu'on connaît tous, hein, parce qu'on les a tous vus quand on était à l'école, voilà, les Albin Michel, les J'ai lu, etc. Et si ça ne passe pas par cette grande maison d'édition et que je ne signe qu'avec une plus petite maison d'édition que personne connaît, ou que personne a l'air de connaître dans son entourage, c'est pas forcément déprécié. C'est pas parce qu'on rentre dans une petite maison d'édition que on ne va pas vendre tout autant que dans une grande maison d'édition, être moins bien traité, et que, encore une fois, c'est qu'une étape, et ça peut être une autre étape. Voilà, c'est important de dire que il n'y a pas les grandes maisons qui nous apporteraient absolument tout ce qu'on peut espérer, et les petites maisons d'édition qui feraient des contrats, des sous-contrats pour les auteurs. Mais je mettrais quand même une nuance parce que t'as quand même beaucoup de toutes petites maisons d'édition qui poussent un peu comme des champignons et qu'on voit fleurir comme ça sur le net et puis 1 an, 2 ans plus tard elles sont fermées. Il y a beaucoup de maisons d'édition, enfin voilà, t'as déjà fait un podcast là-dessus je pense, hein, sur être vigilant, sur ta belle expérience avec ton roman d'urban fantasy. Et L'éditeur canadien. Voilà, qu'on ne citera pas parce qu'on veut pas lui faire de la promo et que j'ai oublié son nom. Mais faut être très vigilant là-dessus parce que tu as beaucoup de maisons de toutes petites maisons d'édition. En fait, le critère pour s'en rendre compte, c'est très simple. Plus la maison d'édition te répond vite à ta soumission de manuscrit, plus il faut être vigilant et plus ça doit vous alerter. C'est pas normal. Non, Ça veut dire qu'ils sont aux abois et qu'ils sont prêts. Alors bon, évidemment, je parle pas du contrat, etc. Je veux pas trop faire de digression, mais ça, c'est vraiment les toutes petites maisons d'édition. Là, je dirais, ouais, effectivement, faut faire très attention. Après, tu as les petites maisons d'édition qui sont petites en structure, mais pas forcément. Je pense à MXM, qui est une structure humaine qui est pas forcément immense, mais qui a une belle renommée dans son genre et qui va proposer un travail qualitatif, qui va avoir un travail éditorial aussi qui est sérieux, qui s'entoure de prestataires. Et franchement, à ce niveau-là, tu te dis. La différence, oui, elle se situe aux moyens que la maison va pouvoir mettre pour la promo, la com, etc. Mais en dehors de ça, c'est vrai que moi je préfère travailler avec une plus petite structure où tu as plus ton mot à dire. Tu ne vas pas avoir derrière ton éditeur qui va te dire oui, d'accord, c'est bien, mais les commerciaux vont décider que ta couverture elle te plaît pas, mais les commerciaux ils ont dit qu'elles étaient bien, donc on va la garder quand même. Moi je me sens souvent, alors pas avec toutes les maisons d'édition qui sont grandes, hein, par exemple, chez J'ai lu, je me sens très écoutée et très bien comprise. Tu vois, on prend bien en considération mon avis. Et puis, il y en a d'autres où tu te sens complètement dépossédé de ton livre, quoi. Oui, et c'est important à un moment ce que tu dis on veut bien être ouverte, on veut bien entendre qu'ils ont une vision commerciale du marché et encore une fois le travail d'éditeur, t'es bien placé pour le savoir, c'est un travail à part de l'auteur, on connaît pas forcément tout, mais entre être complètement dépossédé, surtout de nous opposer à un argument qui est très nébuleux, comme tu dis, les commerciaux. Voilà, alors les commerciaux avec un grand C, hein, la plupart du temps, mais on sait pas exactement ce que ça recoupe. C'est un petit peu une race supérieure qui est pas dans la même stratosphère que nous. Exactement, donc, on n'a pas de lien avec eux et c'est la fin de non-recevoir et effectivement, on n'a pas du tout notre mot à dire. Donc c'est important d'être dans les deux, c'est-à-dire voilà, on peut comprendre que l'éditeur il a une vision d'ensemble qu'on n'a pas, donc nous soumettre des directives, mais il faudrait aussi que nous on puisse aussi, parce qu'on connaît aussi un peu le marché, on s'y intéresse, on est aussi lecteur, qu'on puisse au moins soumettre quelques idées. Oui, il faut des concessions quoi dans les deux sens. Il faut un vrai partenariat en fait aussi, complètement, qui est important.
Alors, tu n'es plus toute jeune dans le métier Et bam. dans le métier d'auteur, tout à fait. Et ma question c'est, est-ce que toi, tu as vu une évolution sur le métier d'auteur? Oui. Même par rapport à moi, si tu veux. Quand j'ai démarré, j'étais vraiment l'auteur bohème, mais moi, qu'on me lise, ça me suffit, quoi. C'est génial que les gens me lisent. Voilà, ça suffit à mon bonheur. L'argent, pourquoi faire? Vraiment. À quoi ça sert l'argent? Pourquoi de l'argent? Enfin, non, mais c'était presque vulgaire, tu vois. Oui, tout à de fait. l'argent pour mes livres, mais non, mais ça va dénaturer complètement mon intention de base, qui est de partager mes ouvrages et tout. Non, au départ, j'étais comme ça, puis j'étais même du genre des avaloirs. Mais pourquoi faire? Non, utilisez cet argent pour faire autre chose. Je ne sais pas, donnez-le aux pauvres, faites quelque chose d'utile avec, quoi. Et en fait, maintenant, alors j'ai beaucoup évolué en parallèle de la Ligue des auteurs professionnels, donc j'avais déjà commencé à être bien sensibilisée avant, mais je trouve que la création de cette ligue sensibilise beaucoup plus. Donc je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée, parce que donc j'ai fait un petit peu d'accompagnement d'auteur. Donc j'ai arrêté parce que, comme tu disais, voilà, je commence un petit peu à rajouter beaucoup de choses à mon emploi du temps, et ça. voilà. Mais donc j'avais cette autrice qui était en train de préparer un manuscrit, qu'une maison d'édition était intéressée pour le publier, et puis ça a été une surprise, elle s'y attendait pas. On commence à parler, et je lui dis, tu sais, à un moment donné, quand tu vas soumettre ton manuscrit, va falloir penser à la négociation du contrat. Elle me dit, négocier, mais moi, tu sais, à part donner mon avis sur la couverture, ça tu remarques, les auteurs, ils veulent vraiment, c'est le titre et la couverture, ils veulent toujours donner leur avis là-dessus, le reste, ça leur passe un peu au-dessus. Oui. Et je lui dis, mais tu sais que c'est quand même, c'était une grande maison qui s'intéressait à elle, et je lui dis, tu sais qu'ils ont quand même des gros moyens, là, tu vas pouvoir quand même négocier. C'est eux qui sont venus te chercher, donc tu vas pouvoir négocier des avaloirs intéressants. Et là, elle me dit, des avaloirs, mais non, parce que, imagine, mes ventes, elles sont pas à la hauteur, il va falloir que je leur rembourse. Et là, je lui dis quoi? Enfin, tu sais, de quoi tu me parles? Enfin, c'est, moi, je te parle des avaloirs, mais toi, tu me parles de quoi? Parce que c'est bizarre ce que tu me dis. Tu rembourses pas tes avaloirs. Bah si je vends pas autant que ce qu'ils m'ont payé, je vais devoir les rembourser au bout d'un an. Et je lui dis, alors écoute, il faut que je te dise quelque chose, c'est que les avaloirs, justement, c'est une avance sur droit d'auteur qui t'est due, quoi qu'il arrive, c'est ta garantie d'être payé, quoi. Et elle en revenait pas, elle est tombée des nues. Et elle me dit, mais en fait, le dernier éditeur chez qui j'ai été publié, il m'avait proposé 1 000 € d'avaloir, et je lui ai dit que je voulais pas, que je voulais qu'il réduise au maximum les avaloirs. Parce qu'elle avait peur de devoir rembourser voilà. si elle ne vendait pas à hauteur. Donc l'éditeur en face, bien tu content. Tu penses bien qu'il ne lui a pas dit, mais non, Mais pas du vous tout. n'allez pas, hein, il a descendu, il lui a dit, je peux pas faire moins que 150 €. Ah bon, j'étais atterrée quand elle m'a dit ça, mais d'un autre côté, j'étais atterrée pour elle, mais par le milieu. Je me dis, mais en fait, c'est tellement tabou, l'argent, Oui. dans ce milieu, que elle est passée à côté de 1 000 € qu'elle aurait été assurée d'avoir. L'autre en face, bien sûr, c'est bien gardé de lui dire. Et du coup, pour revenir donc à la question, je trouve que des organisations comme la Ligue des auteurs professionnels va bien sensibiliser là-dessus. Et donc moi, j'ai commencé à m'y intéresser, et puis ça commence à être bien démocratisé maintenant. Et j'ai commencé à voir ça, justement, le côté professionnel. J'ai voulu à un moment, je me suis Donc dit, le côté rémunération, voilà. Et le côté travail artistique. J'ai voulu travail. me professionnaliser, et du coup je me suis intéressée à toutes ces questions de revenus, etc. Parce que t'as l'impression, quand tu deviens auteur et que tu veux te professionnaliser, c'est un peu une secte, quoi. Tu vois, c'est un peu un truc, faut avoir une initiation, et puis voilà, si je te le dis, il faudra que je te tue derrière, quoi. C'est ça. Et il y a plein de trucs. Moi, j'ai découvert encore là, il y a 2 ou 3 mois, un truc qui m'a demandé un pognon fou, rétroactif bien sûr. Je savais même pas que ça existait, quoi. Une retraite complémentaire d'auteur obligatoire. Tout à fait. Et j'ai on n'en sait rien. Et voilà. Et du coup, c'est remonté jusqu'à 2016. Il a fallu que je lâche 1 500 € comme ça du jour au lendemain. Et personne, depuis que je suis publiée depuis 2012, ne m'avait dit, mets de l'argent de côté, un jour l'IRSEC va te tomber dessus, quoi. Personne. Et parce que je pense aussi que même certains éditeurs ne sont clairement pas au courant. Alors les gros, si, les gros oui, voilà. Parce qu'ils ont un service de comptabilité. Mais les plus petits, non. Clairement. Ben, c'est sûr. Il y a un déficit complet d'informations depuis le nombre d'interviews dans ce podcast que je fais sur des auteurs et des autrices. Il y a un leitmotiv, une information récurrente qui revient, c'est je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, personne ne m'avait dit. Donc il y a une méconnaissance de nos droits et de nos obligations aussi qui est assez incroyable sur quand même un métier qui est quand même relativement ancien. Hein, on écrit depuis un petit moment et on est publié depuis un petit moment, quand même assez incroyable. Ouais, non, mais c'est ça. Il faudrait un guide, en fait. Quand tu décides, quand t'es publié la première fois officiellement, que ce soit chez un éditeur ou en auto-édition, ou que la maison soit grande ou petite, en fait, il faudrait une espèce de petit fascicule avec les points importants. Voilà. T'as l'IRSEC qui va tomber dessus. T'as l'AGSA qui va te tomber dessus. Attention, il y a un plafond pour l'AGSA. Si tu le dépasses, tu vas être obligé de payer ça en plus. Et puis, n'oublie pas que t'as droit à ça. Parce que du coup, pour rester sur l'IRSEC, la petite anecdote, c'est que
une autrice très bienveillante, du coup, parce que heureusement, on se serre aussi les coudes dans le milieu, m'a dit, mais attends, t'as le droit à la Sophia. Je lui dis, la Sophia, mais qu'est-ce que c'est la Sophia, quoi? Et elle me dit, c'est, voilà, elle m'a expliqué ce que c'était, et puis la Sophia qui prend en charge 50% de ton IRSEC. Mais est-ce que tu crois que quand l'IRSEC, ils sont venus me demander mes 1500 €, ils m'ont dit, puisque vous publiez principalement, et dans mon cas, que des livres, vous avez le droit à cette aide. Voilà, Ouais, cette cette prise en aide charge. qui te prend en charge 50% sur 1500 €, c'est quand même pas rien, c'est pas on est négligeable. d'accord. Mais voilà, parce que j'en ai parlé avec une autre autrice comme ça, de manière, Fortuite. en passant, voilà, et elle m'a dit, mais attends, t'as le droit à quelque chose. Ah bon? T'en découvres tous les jours, en fait. Donc il faudrait absolument que tous les auteurs se donnent la main et fassent S'ils veulent. voilà. Non, mais que on rassemble toutes nos informations, tous nos petits trucs et astuces dans un petit fascicule, un petit e-book qui serait gratuit et où on mettrait tous les trucs à savoir obligatoires qui vont te mettre dans la mouise. Ouais, je sais, ce sera sous la direction de Flarana. En partenariat avec l'Institut des carrières littéraires. Ouais, placement de produits, c'est Subtil, hein. J'étais pas sûre. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop subtil? Mais n'empêche que, c'est vrai que quand on me demande, je sais pas si t'avais prévu de me la poser la question, je vais peut-être spoiler, mais quand on me demande quel conseil donnerais-tu à un jeune auteur, mais non, pas quel conseil. Alors, j'étais même pas sûre que j'allais te la poser, cette question. Mais c'est quel conseil au pluriel, quoi. Combien de temps t'as devant toi? Parce que moi, entre l'autrice que j'étais en 2012 et celle aujourd'hui, ouais, je pourrais Mais par faire un contre, roman. le conseil que tu pourrais juste donner, qui rassemblerait tous les autres, c'est renseignez-vous. En fait, glanez l'information, mais pas grattez forcément, aux portes. mais pas forcément. Parce que moi, par exemple, l'IRSEC, je serais jamais allé chercher Oui, l'info. c'est vrai. Je serais jamais allé taper sur Google, est-ce que je vais avoir une retraite complémentaire obligatoire à payer, tu vois? C'est vrai qu'il y a des informations, on n'est même pas au courant qu'elles existent. On est tellement en dehors de cette sphère C'est ça. qu'on ne demanderait même pas. Mais oui. Et est-ce que ce serait pas envisageable, du coup, que l'ICAR fasse un petit PDF comme ça pour offrir à ses... Mais tout à fait, c'est un subtil, tu es plus subtil que moi de placement de produits. Bien Toujours. sûr, l'idée de l'ICAR, et tu le sais parce que tu as été associé dès le processus de création de cet institut, c'était justement de rompre cet isolement et ce manque d'informations, et c'est pour ça qu'on fait appel à autant de professionnels, aussi bien des auteurs, des correcteurs, des éditeurs, parce que comme tu le dis, il y a des choses où les auteurs, mais on n'y penserait même pas, donc on ne va pas trouver l'information puisqu'on ne sait même pas où chercher. Mais c'est ça. Donc ça, c'est On ne sait même pas si ni important. où ni quoi chercher. Tout à fait. Alors que si tu fais, voilà, un petit PDF, vous mettez quelques illustrations, pour que ce soit mignon et tout. Non, mais c'est vrai, tu fais un espèce de mode d'emploi Tout à fait. facile à replier, pas comme les notices de médicaments, et puis tu fais ça avec toutes les petites informations à partir du moment où tu te professionnalises. Autre question, puisque tu as quand même rajouté une nouvelle corde professionnelle à ton arc, c'est que tu as décidé très récemment de te lancer dans l'auto-édition. Alors Oui. donc du coup ma question c'est pourquoi, alors que tu es édité d'un point de vue classique, tu as encore une fois plusieurs maisons d'édition maintenant, puisque tu écris dans plusieurs genres, tu fais ce choix-là, pourquoi est-ce que tu te dis « Ah bah tiens, je vais me rajouter une difficulté supplémentaire, un travail supplémentaire, et donc je me lance dans l'auto-édition ». Le masochisme. Tout à fait. Ça résume complètement. Non, mais c'est la liberté totale. C'est-à-dire que quand tu as bataillé avec plusieurs éditeurs pour le titre, la couverture, est-ce que c'est une série, est-ce que c'est pas une série, le moment de la sortie, le format, papier, numérique, grand format, poche, bref, tu batailles pour toutes ces petites choses et c'est énergivore, quoi. Au bout d'un moment, tu t'es fatigué et tu lâches prise et tu laisses l'éditeur faire ce qu'il veut. Parce que t'en as marre, t'es fatigué, tu choisis tes batailles. Du coup, Tu es usé. Tu es usé. Donc, tu es obligé de choisir tes batailles. Tu vas te battre pour la couverture, mais tu vas lâcher sur le titre. Et donc, le résultat final ne sera pas le reflet de toujours ton intention littéraire de base. Tu vas avoir des déceptions. En auto-édition, d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas publier le podcast d'Amélie avant ou après. Donc, je voudrais y faire référence, donc tu la publieras avant. Donc, comme le disait Amélie dans son podcast, c'est la liberté. Tu choisis absolument tout ce que tu veux. Et puis, si tu te plantes, c'est toi qui te plantes. C'est-à-dire que tu t'en prends qu'à toi-même. Et surtout, il y a quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup dans l'auto-édition, c'est qu'il y a rien qui est figé. Tu vas lancer ton bouquin avec une couverture, un titre, admettons, il fait un flop, ça arrive. Oui, tout à fait. Enfin, pas à moi, mais ça arrive à certaines personnes. Et la formule magique n'existe pas. Si elle existait, on l'aurait déjà brevetée et on serait sur une île déserte. Et on vous la donnerait pas parce que on la gardera pour nous, voilà. Pas, tout à fait. Mais du coup, ton bouquin, il fait un flop. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends 6 mois. Et tu le relooks complètement. Tu changes le titre, tu changes la couve, tu précises quelque part que c'est une réédition de tel titre parce que tu veux pas prendre les lectrices, les lecteurs pour des vaches à lait et pour des imbéciles, et tu lui redonnes une nouvelle chance. Moi, j'ai une série qui est sortie il y a des années, qui a pas été marketée à mon avis comme il fallait, et on lui donne toujours pas de nouvelle chance. Parce qu'il faut épuiser le stock, j'imagine. Après, ça va partir au pilon, parce que les invendus, il faut savoir qu'ils sont détruits. Ils sont détruits. Et en plus, c'est payant de les détruire. Avec l'auto-édition, tu as toutes ces libertés et t'es pas obligé de rentrer dans une case. Alors,
c'est un avantage et un inconvénient. Moi, il se trouve que maintenant, je dis que je fais de la littérature féminine, voilà, dite féminine. J'aime pas l'expression, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Il y a de la romance, mais pas que. Si tu traites de sujets féminins, de combats féminins, d'enjeux féminins. Et si j'ai envie de mélanger deux genres, je le fais. Avec un éditeur, ça passe très mal. On me dit, d'ailleurs, les éditeurs me le disent très souvent, le problème avec toi, c'est que t'as un pied dans chaque genre. Oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est pas un problème. Le problème, c'est de pas être ouvert à mélanger les genres. Ça, en auto-édition, je prends le risque. C'est-à-dire que je le fais. Ça m'arrive d'avoir un pied dans chaque genre, mais c'est pas grave. C'est moi qui décide derrière comment je vais le marketer. Si je me plante, il y a rien qui est gravé dans le marbre, je peux recommencer. Oui, derrière. Et puis d'extérieur, ce qui est très intéressant aussi dans l'auto-édition, c'est que tu as un temps beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu écris ton livre, où tu finis d'écrire ton livre et où tu le mets en vente, le temps est beaucoup plus court. Alors que dans les maisons d'édition, particulièrement les grosses maisons d'édition, il faut savoir qu'elles bouclent leur catalogue éditorial, mais presque un an, voire un an et demi à l'avance. Un an à l'avance. Alors ils gardent des petits créneaux, pour si jamais ils ont un coup de cœur. Mais c'est très à la marge. Mais ça va être, on va dire, pour les stars, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est aussi... Par exemple, si C.S. Quill d'un coup débarque avec un manuscrit inédit, et voilà, son éditeur va lui dire mais bien sûr, je te le sors dans 15 jours, tu vois. Mais le temps éditorial, c'est un temps à part. C'est un espace-temps à part. C'est un espace-temps à part. Tout à fait. Donc, Alors qu'avec l'auto-édition, tu reviens à un espace-temps humain, cohérent, humain et compréhensible. Oui, tout à fait. Le temps qu'il faut pour écrire ton roman, le temps pour le corriger, etc., le maqueter. Et puis, dès qu'il est prêt, tu peux le mettre en ligne. T'as rien qui t'empêche, le lendemain où t'estimes qu'il est prêt, à moins, bien sûr, que tu aies annoncé des dates à l'avance. Voilà, moi je suis un petit peu plus en freestyle à ce niveau-là, je me mets pas de barrière. Ce qui fait que quand mon livre, j'estime qu'il est prêt, je le balance sur KDP, principalement. Et derrière... la plateforme de vente Amazon. Oui, pardon, il faut repréciser. Mais du coup, je le fais, donc ça va, très tout bien. va bien. Très bien. C'est un métier, tu sais, d'interview. Oui, en fait, non, pas du tout, mais si, mais c'est un métier de tout à fait, mais pas le mien, mais bon, ça va, tu t'en sors pas trop. On va gérer. Mais donc voilà. Et après, l'éditeur, c'est vrai que ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Et en plus, en auto-édition, tu vas travailler en même temps ta couverture. Il y en a, par exemple, Amélie, qui a ses couvertures à l'avance. Elle ne peut pas écrire son roman Amélie Séastier, qu'on a reçu ici. Si je me trompe pas, elle fait ses couvertures à l'avance pour... ça la motive. Il y a des auteurs, il leur faut le titre, etc. Tout à fait. Ça, tu peux pas avec un éditeur. Parce que tu vas arriver avec un titre, t'as 90% de chances qu'ils te disent « Ouais, mais non, il est pas assez bankable, ton titre, on va le changer. » Tout à fait. Et donc, alors que là, tu peux travailler sur l'écriture, la couverture, tu peux commencer à faire des visuels, tu peux commencer à teaser pendant ton écriture au niveau de ton lectorat. Tu penses le concept dans sa globalité. Exactement. De toute façon, t'es obligé en auto-édition. Peut-être un autre avantage, à moins que je me trompe, mais il y a aussi la possibilité de suivre tes chiffres et tes ventes en temps réel. En direct. Ce que tu peux plus difficilement faire avec ton éditeur traditionnel. Tu peux pas difficilement faire, tu ne peux pas le faire du tout. Alors on peut essayer de leur demander, non. ça va oui, bien. Tu peux essayer, ouais. Après, voilà. c'est certains... c'est si t'as l'âme d'un Frodon, tu vois. Voilà. Alors certains parce qu'aller chercher ces chiffres, c'est vraiment aller à la montagne du destin et c'est très compliqué. Clairement. Alors que là, il y a beaucoup plus de transparence. Ah c'est toi avec toi-même. Tu te connectes, exactement. Et tu te regardes et c'est important aussi pour adapter, pour voir si, comme tu dis, ça rencontre l'accueil que on espérait ou pas, peut-être éventuellement changer le positionnement, etc. Donc c'est beaucoup plus réactif. En fait, tu es beaucoup plus proactive. Tu peux adapter du coup. Tout à fait. Parce que là où un éditeur il va faire par exemple un tirage de 8000 exemplaires d'un roman, il va le placer dans les librairies qui ont 6 mois pour le renvoyer s'il se vend pas, etc. T'es bloqué en fait pendant au moins 6 mois. Et quand je dis au moins 6 mois, c'est beaucoup plus en réalité parce que l'éditeur va pas envoyer tout un roman au pilon pour refaire la couverture, refaire un autre tirage, etc. Donc t'es bloqué finalement avec cette version du livre. Alors que, comme je disais tout à l'heure, tu peux voir au jour le jour comment les ventes réagissent. Si tu te rends compte dès le début que ton bouquin il rame, tu te poses des questions. Tu dis pourquoi ça rame et qu'est-ce que je peux changer. Et tu fais des essais. Mais ça, les éditeurs, ils ont pas le temps. Ils ont trop d'auteurs. Ton livre chez un éditeur, il a une espérance de vie de maximum de 3 mois. Au-delà, ils sont passés à autre chose. Que ce soit au niveau communication ou et c'est ou court pour exister dans le milieu littéraire avec le nombre de sorties exponentielles et qui augmente augmente d'année en année. Donc c'est extrêmement compliqué d'exister et de prendre et de te connecter avec ton lectorat en 3 mois. Au bout de 3 mois, t'es plus en facing tu sais, quand les livres sont posés de face dans les librairies, t'es rangé comme dans une bibliothèque. Voilà. Autant dire quasiment tu n'existes plus. Les gens, s'ils te trouvent parce qu'ils vont te chercher. Voilà. Sinon non. Exactement. Dernière question, est-ce que tu peux donner le tournis à nos auditeurs et parler de tes projets? Non. Alors sur ce,
Non, c'est top secret, non. Forcément. Alors mes projets, tout dépend en plus de quand vous allez publier ce podcast. Mais mes projets, c'est que j'ai de l'auto-édition qui arrive justement. Là, on est en septembre, donc fin septembre. Ensuite, j'ai une sortie, donc la réédition de mon tout premier fantastique historique chez MXM. Et puis Rappelle-nous le titre. Alors c'est L'embaumeur de Montmartre par Fleur Anna. Donc c'est un one shot, un tome unique pour les non anglophones. Qu'est-ce que j'ai après? Tu as un young adult qui va sortir chez J'ai lu. Oui, qui sortira au mois de mai. Tu as une série fantastique sur laquelle tu es en train de travailler et qui va sortir aussi chez MXM. Oui, un urban fantasy. Un urban fantasy. Voilà, qui sortira au mois de mars normalement. Ensuite, j'ai un petit projet avec 2 autres autrices justement qui sont des autrices hybrides comme moi, puisqu'on appelle les auteurs hybrides qui sont publiés à la fois en auto-édition et en édition traditionnelle. Donc on a un petit projet, donc je vous en dis pas trop, j'aime bien teaser, mais ce sera une romance MM, donc une romance gay entre 2 hommes. Voilà, pas forcément érotique, parce que souvent on associe romance MM à l'érotique, ça sera pas forcément le cas. La sortie la plus récente que tu as en auto-édition, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un roman qui porte sur le genre des bikers. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit mot? C'est quoi ce genre des bikers? Alors le genre des bikers, par exemple, pour une référence qui va parler à beaucoup de personnes, ça va être la série Sons of Anarchy. On est dans le milieu des clubs de moto hors la loi qui représentent 1% de tous les clubs de moto, donc c'est pas grand chose, mais on a décidé en romance que c'était assez intéressant pour y placer une histoire d'amour. Donc c'est des gangs, c'est la mafia mais en mode cuir et Harley Davidson quoi. On a tombé le costume. Et voilà. Et tu me rappelles le titre? Alors ça s'appelle Blade, ça veut dire lame en anglais. Et c'est la série, c'est les Phoenix Ashes. Voilà, c'est le nom du club de moto. Voilà, dans lequel j'ai placé le contexte. Ça se passe donc aux États-Unis, en Californie, dans une petite ville. Et ça sort de façon imminente. En papier, en numérique, pas du tout chez tous les bons libraires puisque c'est en auto-édition. En auto-édition, mais sur Amazon. Mais déjà voilà. sur Amazon. Je te remercie infiniment, Fleur, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je t'en prie, ça me fait plaisir de te faire l'honneur de ma présence. C'est parfait, on est très très touchés. Je rappelle que tu seras une intervenante de choix dans la formation de l'Institut des carrières littéraires. Tu interviendras à plusieurs niveaux puisque tu as eu plein de casquettes durant ta carrière. Je suis un petit peu le couteau suisse le couteau suisse de ou le Huggy les bons tuyaux. Ou Huggy les bons tuyaux aussi. Et donc du coup, on en reparlera bien sûr de ton rôle dans l'Institut et des modules que tu vas animer bien sûr. J'espère que ce podcast vous aura apporté quelques informations, des petits conseils. Je vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à le partager. Mais c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à le partager, à mettre des petits pouces, parce que partout on peut mettre des petits pouces maintenant. Vous le partagez, vous identifiez Licard, vous identifiez Oren Miller, puisque tu as été présenté, je crois, Oren Miller ou Lucie Castel, je ne sais plus. Non, n'importe, je réponds aux deux. C'est difficile avec des schizophrènes. Et donc partagez, parlez-en autour de vous, voilà. Allez chercher tous les petits fascicules, inscrivez-vous à la newsletter, parce qu'elles sont hyper assidues sur les newsletters, et elles donnent plein de bons conseils. Et puis voilà, quoi. Si vous voulez être auteur, si vous avez une petite idée de roman dans un coin de votre tête comme ça, lancez-vous, et puis vous serez hyper bien entouré chez Licard. Je ne sers plus à rien, si ce n'est que mon chèque c'est pas Fleur Anna, je te donnerai mon vrai nom par contre pour Merci à tous, je vous retrouve pour un prochain podcast. Vous voulez devenir écrivain? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licard.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser